Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe@googlegroup.com. Bonjour à tous, chers auditeurs. C'est encore une fois Pascal Cusson avec vous pour la chaîne Ceci Info 91, chaîne YouTube de notre ami Alain Leclerc, chaîne destinée à vous apporter des informations sur une grande variété de sujets qui, j'espère, continuent à vous intéresser, car cela fait pratiquement 3 ans qu'Alain a débuté cette chaîne et, en tout cas, nous, jusqu'à présent, selon les statistiques d'écoute, nous en sommes très contents. J'aimerais demander à tous nos auditeurs si possible, de parler de la chaîne autour d'eux. Vous pouvez, par exemple, publier le lien d'accès à la page directe de Ceci Info 91 ou un lien d'un podcast que vous préférez. Postez ça, par exemple, dans les emails envoyés à vos amis, dans la signature de vos courriels, ou bien partager ces liens sur les murs de vos réseaux sociaux. Cela nous encouragera à continuer notre travail bénévole. Je vous en demande d'avance de collaborer avec nous. Comme je répète, ce travail est bénévole et c'est notre seul salaire de voir que les gens continuent à nous écouter et à envoyer souvent des commentaires positifs à Alain, qui me les retransmet lorsqu'ils me concernent. Pour ce qui est des commentaires négatifs, j'ajouterai ceci aux contestataires que nous ne sommes pas là pour donner des cours, parce que, oui, nous pourrions en donner, mais donner des cours complets demande énormément de travail. Et un professeur, à ce que je sache, reçoit une rémunération. Et puisque nous n'en recevons pas, nous ne faisons que des aides à l'apprentissage ou bien des aides au divertissement ou à l'apprentissage de connaissances classées comme universelles. Donc, voilà. Aujourd'hui, nous poursuivons sur le fascicule numéro 3 de la première grande merveille du monde antique, soit la pyramide de Khéops. Nous faisons un petit crochet aujourd'hui. Nous allons parler de qu'est-ce que la pyramide à face lisse, et c'en est la première partie. Dans le 4e fascicule, nous ferons la 2e partie des pyramides à face lisse, et ensuite nous reprendrons sur la pyramide de Khéops en elle-même dès le fascicule numéro 5. Mais écoutez quand même les fascicules 3 et 4, je les juge vraiment importants pour une meilleure compréhension des Égyptiens de l'Antiquité. Merci, bonne écoute. Les 7 merveilles du monde antique de la pyramide de Khéops, partie 3. Qu'est-ce que la pyramide à face lisse? Certains auditeurs se demanderont peut-être pourquoi nous parlons dans ce 3e fascicule ainsi que dans le 4e de ce type de pyramide plutôt que de poursuivre sur le sujet de la grande pyramide de Khéops. C'est tout simplement que le sujet nous a paru pertinent vu que cette pyramide est également une pyramide du type à face lisse, la seconde en fait bâtie dans ce style, mais non la dernière. Dès le fascicule numéro 5 et subséquent, nous reparlerons de la pyramide de Khéops et de son complexe funéraire dépendant d'elle. Nous jugions cette digression importante pour une meilleure compréhension du sujet abordé dans cette série concernant la première merveille du monde antique et, au demeurant, fort intéressante et du point de vue historique et archéologique, un ajout bien utile pour comprendre la fascination qu'exerçaient les pyramides sur les anciens Égyptiens.
Alors que les premières pyramides d'Égypte étaient composées de degrés superposés, les architectes de la fin de la 3e dynastie et du commencement de la 4e dynastie, vers moins 2600, ont perfectionné leur technique pour aboutir à des pyramides à face lisse, dont les plus magnifiques représentantes sont les pyramides de Gizeh, et dont la plus célèbre est celle de Khéops. On considère les pyramides à face lisse comme une évolution technique marquante dans l'architecture de l'Égypte ancienne. Évolution des pyramides lisses à partir de la fin de la 3e dynastie et du commencement de la 4e dynastie, les architectes, constatant que les pyramides à degrés offraient certains inconvénients incompatibles avec le sentiment de pureté rituelle, elles se recouvraient de poussière de sable et de débris apportés par le vent, servaient de perchoir aux oiseaux qui souillaient ces monuments, les perfectionnent, l'architecture des pyramides égyptienne prend un nouvel élan et, grâce à l'évolution des techniques, aboutit aux pyramides à face lisse. La première est inaugurée par Snéfro à Méidoum. Il achève le monument que son prédécesseur avait probablement initié en opérant une transition audacieuse de la pyramide à degrés en une véritable pyramide classique, donnant ainsi à la forme du monument une beauté abstraite qui caractérisera tous les monuments du genre édifiés par la suite. Son angle d'inclinaison de 51 degrés 50-35, très proche de celle de la pyramide de Khéops, suggère que Méidoum a servi de modèle à celle de Khéops reproduite par Omotessi. Le symbolisme solaire y trouve un accomplissement jamais égalé, les faces lisses symbolisant les rayons solaires qui tombent sur la Terre. Le complexe funéraire était désormais entièrement organisé autour de cette pointe dressée vers les cieux, et dont la blancheur du revêtement ajoutait à l'effet recherché d'allier le culte du roi à celui de l'astre diurne dont la théologie, à n'en pas douter, rayonnait déjà sur tout le pays. L'ultime stade d'évolution des pyramides à face lisse est à rechercher en Nubie et au Soudan, où les pharaons de Napata, puis de Méroé, édifièrent des monuments dont l'angle beaucoup plus raide leur donne un aspect plus aigu et deviendra d'ailleurs une caractéristique de cette civilisation de l'antique Soudan. Matériaux tout comme les précédentes pyramides à degrés, les pyramides lisses ont un permanent en calcaire fin, matière relativement douce et facile à travailler, qui se brise suivant le plan de découpe impulsé par le tailleur de pierre. De nos jours, la couche de permanent extérieure lisse des deux grandes pyramides de Gizeh a presque entièrement disparu, celle-ci ayant servi de carrière pour la construction de la ville du Caire. La pyramide de Mykérinos a la particularité de présenter un permanent de granit rouge, non ravalé, mais bien conservé sur environ le quart de la hauteur. Architecture. Cette seconde révolution technologique et architecturale semble s'être mise en place sous le seul règne du premier souverain de la dynastie qui, outre le complexe de Méidoum, fera bâtir en son nom propre deux autres pyramides colossales à Dachour. Si l'ordre de construction de ces derniers monuments reste encore discuté, l'architecture de leur superstructure révèle assez bien les recherches nécessaires qui ont permis d'aboutir à l'édification d'un monument stable et prévu pour durer l'éternité. C'est bien sûr avec Khéops et sa grande pyramide que ce but est atteint. Les projets qui suivront profiteront de toutes les avancées technologiques efficaces alors employées pour l'édification de ces monuments. La construction en assises de lits déversés utilisée par les architectes des pyramides à degrés est abandonnée au profit d'assises régulières maçonnées et superposées horizontalement, dont les blocs voient leur taille se réduire à mesure que le monument se dressait. Il est postulé que ce choix architectonique est lié à la présence des chambres funéraires au sein même du monument. Avec la 4e dynastie, la taille des pierres reste néanmoins cyclopéenne avec un poids dépassant le plus souvent les 2 tonnes, ce qui force l'admiration pour les techniques de l'époque et continue à exciter les imaginations en donnant lieu à toutes sortes de théories et d'hypothèses pour déterminer les moyens dont les anciens Égyptiens se sont servis pour tailler, transporter, réélever et ajuster ces millions de pierres en l'espace d'une centaine d'années. Force est de constater, avec les nouvelles études faites sur les monuments de cette période, que ces gigantesques tombeaux combinaient plusieurs types de maçonnerie et profitaient souvent des caractéristiques du terrain choisi pour leur édification. L'aspect soigné de l'architecture semble avoir été réservé surtout à la maçonnerie située autour des appartements funéraires du roi, partie la plus sacrée de l'édifice, et également aux couches extérieures du monument, afin de lui assurer une grande stabilité dans sa forme géométrique. Les premières assises du permanent sont, par exemple, encastrées dans le sol rocheux, ce qui interdisait tout glissement de la structure une fois l'édifice achevé. D'autre part, certaines pyramides sont conçues à partir d'un éperon rocheux nivelé et retaillé pour les besoins de la construction, servant de noyau et réduisant considérablement le volume restant à bâtir. Avec la 5e dynastie et les pyramides d'Abousir et de Saqqara, l'architecture de la superstructure des pyramides à face lisse est mieux connue. Elle est d'ailleurs assez uniforme, ce qui dénote un aboutissement dans les méthodes de construction, qui suivront alors des étapes précises héritées des expériences menées par la dynastie précédente. Le chantier débutait par le creusement d'une vaste excavation afin de contenir le dispositif désormais souterrain abritant le caveau royal recouvert et protégé par un dispositif de couverture de dalles monolithiques disposées en chevron, puis le noyau de la pyramide était conçu comme une pyramide à plusieurs degrés qui s'élevait par-dessus cet ensemble souterrain. La chaussée qui montait de la vallée vers le chantier de la pyramide devait servir alors de voie de halage pratique pour les matériaux de construction, tandis que des rampes secondaires étaient placées sur les faces du noyau de la pyramide, afin de poursuivre son édification.
Enfin, des assises régulières de blocs de calcaire parachevaient le tout en une pyramide à face lisse dont le permanent de calcaire fin de Toura assurait la cohérence de l'édifice, lui conférant la stabilité nécessaire et son aspect géométrique final, dont le pyramidion terminal était probablement sculpté dans un matériau différent, tel le granit par exemple. Cette pierre polie et recouverte d'une feuille d'or étincelait sous le soleil du désert et ainsi signalait chaque monument funéraire à l'horizon occidental de la vallée. Cette conception de la pyramide n'évoluera guère au cours de toute la fin de l'Ancien Empire et c'est seulement avec la 11e dynastique que la superstructure de l'édifice subira à nouveau une nouvelle révolution technique. Ces monuments seront alors bâtis selon une nouvelle méthode de construction dont l'architecture, si elle apparaît plus pauvre en qualité des matériaux, offre une résistance étonnante aux assauts du temps. En effet, si le massif de la pyramide est désormais construit en briques crues, il comporte pour la première fois une armature de murs croisés de manière à répartir les charges. Les interstices laissés entre ces murs étaient comblés par un blocage constitué de débris divers renforcés par des assises horizontales de millions de briques crues recouvertes d'un permanent de calcaire fin de Toura. Comme pour les pyramides précédentes, ce permanent a été prélevé depuis longtemps pour construire d'autres monuments. Mais si pour les exemples de l'Ancien Empire, ce défaut nuit gravement à la stabilité d'ensemble de l'édifice, menaçant notamment l'infrastructure, la cohésion de l'édifice n'étant plus assurée, pour les pyramides du Moyen Empire il en va tout autrement grâce à l'architecture inventée. Cependant, pour ces derniers cas, la qualité des matériaux résiste mal à l'érosion et a subi l'assaut des hommes qui, au début de l'histoire de l'égyptologie, n'hésitèrent pas à éventrer ces édifices afin de mettre au jour les infrastructures que l'on espérait alors encore intactes. Propriétés géométriques et astronomiques, il existe différentes formes de pyramides lisses, qui comportent toute la caractéristique d'avoir un revêtement ou permanent leur donnant un aspect géométrique presque parfait. Mais leur aspect diffère considérablement suivant l'angle donné à leur pente. Les pyramides de Gizeh constituent certainement l'exemple le plus parfait, mais on peut également citer l'ensemble de Dashur, où 2 pyramides lisses furent édifiées par le roi Snéfrou, père de Khéops. L'une d'elles est communément appelée pyramide rhomboïdale, parce qu'elle comporte un changement d'angle à mi-hauteur. Cette modification intervenue en cours de chantier est probablement due à ce que le monument présentait déjà des signes d'affaissement, encore décelables dans sa distribution intérieure. On imagine bien la difficulté de réaliser des pyramides lisses, elles ne souffrent que d'erreurs extrêmement minimes dans la conception et dans l'étude architecturale offrant à l'édifice une très grande stabilité, défiant les siècles. Il faut calculer les angles, les orientations, estimer la répartition des charges, la masse des blocs, leur disposition dans la pyramide en construction, à partir de l'angle initial. Les premières grandes pyramides à face lisse ont la propriété d'être orientées suivant les 4 points cardinaux. Le record de la précision est obtenu à la pyramide de Khéops avec une erreur maximale de 3 minutes d'arc. Cette performance fut obtenue avec des moyens très rudimentaires. Le but à atteindre était de déterminer la direction du nord géographique. Pour ce faire, les Égyptiens visaient une étoile dans le nord et divisaient l'angle formé par sa position au lever, la position de l'observateur et la position de l'astre au coucher. L'observateur, situé au centre d'un enclos circulaire, utilisait 2 instruments de visée appelés le B et le Merquet. Une autre caractéristique étonnante des pyramides lisses, ou du moins, de la pyramide de Khéops, de la pyramide rouge, de la pyramide rhomboïdale et de la pyramide de Mykérinos, est que leurs faces ne sont pas absolument inscriptibles dans un plan. On constate un phénomène de concavité des assises au niveau des apothèmes. IES. Edward attribue celle-ci au fait que les lits de pierre sont légèrement déversés vers le centre de chaque assise, d'où la dépression. Les infrastructures véritables sanctuaires abritant la relique momifiée de Pharaon, les infrastructures des pyramides étaient les parties du complexe pyramidal qui recevaient l'architecture la plus soignée, les matériaux les plus résistants et les plus riches, les dispositifs de protection les plus aboutis. Si, avec la 3e dynastie, ces dispositifs internes semblent avoir été conçus comme une réplique funéraire du palais du roi, à dater de la fin de cette dynastie, et désormais pour toutes les pyramides qui seront construites par la suite, les infrastructures répondront alors à 3 principes essentiels dans la conception funéraire des anciens Égyptiens. L'un symbolique et mythologique, traduit de manière éloquente par les textes des pyramides qui apparaissent à la fin de la vieille dynastie, ainsi que par l'orientation du couloir d'accès, pointant les étoiles du nord associées à Osiris, et de la chambre funéraire, orientée est-ouest suivant la course du dieu Soleil Ré. L'autre technique, selon le choix des architectes de placer le caveau en dessous du monument pyramidal ou en son sein, enfin le dernier est évidemment lié à la protection de Seth. Ultime demeure du souverain inhumé avec tous ses biens nécessaires à sa survie dans l'au-delà, et dont la richesse ne cessera d'exciter les convoitises depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et voilà, chers amis, c'était le 3e fascicule concernant la première merveille du monde antique sur la pyramide de Khéops. Donc, à bientôt pour le 4e fascicule.
Jusqu'à la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Bye bye. Ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Bye bye les filles. Salut les gars. À bientôt.